L'essentiel politique ce soir, c'est avec Stéphane Vernet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste, rédacteur en chef délégué chez Ouest France. Et dans un instant, on va évoquer avec vous les réactions en France face à la décision de Donald Trump d'imposer de nouveaux droits de douane. L'ensemble de la classe politique française a condamné les menaces du président américain. On reviendra aussi sur les annonces de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre propose un nouveau projet de budget pour 2026, sans préciser pour l'instant de quelle manière il sera adopté. Enfin, nous sommes à moins de 2 mois des élections municipales en France et nous verrons quelles sont les villes à surveiller de près. Et on commence donc avec une classe politique unie en France, et c'est suffisamment rare pour être souligné. De la France insoumise aux Républicains, les responsables français ont condamné ce week-end les menaces de Donald Trump d'imposer de nouveaux droits de douane au pays qui s'oppose à l'annexion du Groenland, un chantage jugé inacceptable. Et vous voyez ici quelques réactions, celle du Rassemblement national à travers Jordan Bardella. Les menaces proférées par Donald Trump ne sont pas acceptables, dit-il. Réaction également d'autres politiques comme Bruno Retailleau. En faisant peser des menaces tarifaires à l'encontre de 8 pays, Donald Trump impose un chantage économique inacceptable. Le mot est le même. Enfin, Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise a également réagi sur la toile. Voilà, vous voyez apparaître son tweet. Cette fois-ci, Trump annonce l'annexion du Groenland et agresse les Européens récalcitrants. Stéphane Vernet, cette fois, l'ennemi n'est plus intérieur, mais il est extérieur et il met tout le monde d'accord. Oui, comme quoi ça peut arriver. Oui, alors la classe politique française est unanime face aux menaces proférées par Donald Trump, et elle ne peut que l'être, parce que ce que propose ou ce que fait Donald Trump est totalement inacceptable. Donc voilà, on ne peut pas imaginer qu'un pays comme les États-Unis, qui est le pays de la liberté, qui est notre allié historique, puisse décider comme ça d'annexer un autre pays qui a sa souveraineté européen. Enfin, c'est impossible. Ou qui puisse prétendre l'acheter en faisant pression. Donc ça n'a pas de sens. Ça remet énormément de choses en cause. Le chantage qu'il fait sur les droits de douane, en fait, vous avez une réponse coordonnée. Maintenant, que la classe politique française soit unanime, c'est très bien. Maintenant, il faudrait qu'il y ait aussi une unanimité du côté européen pour alors pas forcément prendre des mesures de rétorsion, mais menacer de prendre des mesures de rétorsion qui soient à la hauteur des gesticulations du président des États-Unis. C'est ce qu'il s'efforce de faire, en tout cas. Emmanuel Macron lui se pose en fer de lance de la lutte contre Donald Trump, puisqu'il a demandé aujourd'hui l'activation de l'instrument anti-coercition de l'UE. Sur la scène internationale, il reste un interlocuteur respecté, écouté. Emmanuel Macron, par rapport à... Emmanuel Macron, oui. Écoutez, en Europe, oui, je pense. Alors, il est en position de faiblesse, il a des fragilités en interne, au niveau domestique en France, certes, mais au niveau de la scène européenne, il faut quand même lui reconnaître qu'il reste moteur. Sa parole porte, continue à porter, même s'il y a eu un revers autour du traité du Mercosur. Enfin bon, je pense que le chef de l'État français, reste très écouté. Et aujourd'hui, il est encore une fois à la pointe ou en mesure de proposer des choses à ses partenaires européens. Mais on peut rester crédible quand on a perdu toute crédibilité au sein de son propre pays ? Alors, moi, je le pense parce que, si vous voulez, je pense que le regard de nos voisins sur la France et sur ce qui se passe en France et sur Emmanuel Macron en particulier n'est pas forcément le même que les Français. C'est-à-dire qu'en France, vous avez aussi des campagnes de dénigrement qui sont organisées de manière très forte. Il y a plein de choses qui sont reprochées au chef de l'État, parfois à raison, sur le plan domestique, encore une fois. Mais au niveau européen, il n'a pas varié. Je pense qu'il continue à être écouté. La France reste un grand pays, notamment au sein de l'Union européenne, et donc la voix de la France continue à porter. L'actualité politique, c'est aussi la prise de parole de Sébastien Lecornu. C'était vendredi soir. Le Premier ministre français a proposé une nouvelle mouture du budget pour 2026 avec plusieurs réformes en faveur des jeunes, des retraités et des ménages les plus modestes. Son objectif, c'est toujours et encore de débloquer la situation et d'obtenir la bienveillance des socialistes. Mission a priori réussie. Écoutez le socialiste Olivier Faure. Écoutez, depuis la dissolution, on connaît une crise politique dont on ne se démet pas. Avec deux attitudes possibles, soit de refuser toute forme de compromis, de tout bloquer, pour quel résultat, soit de chercher des solutions. Et les crises sont finalement des révélateurs des tempéraments, mais aussi de celles et ceux qui cherchent à maintenir une illusion et ceux qui cherchent des solutions concrètes et immédiates. J'ai écouté hier soir le Premier ministre, et ce soir, à mon tour, je lui pose simplement deux conditions.
La première condition, c'est d'avoir la copie complète, qu'il n'y ait pas de flou. On le sait, quand il y a un flou, c'est que potentiellement, il y a un loup. La deuxième, c'est que le financement de toutes ces victoires obtenues et annoncées hier soir ne se fasse pas sur le dos des Français, qu'on ne prenne pas d'une main ce qu'on donne de l'autre. À ces conditions-là, je proposerai aux socialistes de ne pas censurer le gouvernement. Et une autre déclaration aujourd'hui, celle du président des députés socialistes, Boris Vallaud. Les annonces, je cite, permettent d'envisager la non-censure. Ça y est, on y est, les socialistes, c'est dans la poche ? Alors, je ne sais pas si c'est dans la poche, c'est peut-être un peu prématuré de le dire, mais en fait, je pense que les conditions qui ont été posées par Olivier Faure ont été remplies. Il était question que le Premier ministre adresse un courrier à chacun des parlementaires, à chacun des députés et des sénateurs de ce pays pour détailler justement les mesures. Je pense que les engagements qui sont pris par le Premier ministre sont de nature à satisfaire les socialistes. Et aujourd'hui, l'expression de Boris Vallaud montre bien qu'en fait, il y a un chemin, alors non pas vers un vote du budget, classique. Il n'est pas question que les oppositions... Il n'y a pas de majorité, ça, on le sait. Et les socialistes ne voteront pas pour le budget. Donc on sait que le budget ne peut pas être voté dans des conditions normales, entre guillemets. Donc il reste soit un passage par 49.3, soit un passage par ordonnance budgétaire. Et derrière, dans un cas comme dans l'autre, il y aura motion de censure. Et ce qui est en train de se passer, et ce que disent les socialistes, c'est que les conditions de la non-censure sont réunies. Donc ils estiment qu'en fait les garanties sont suffisantes. C'est-à-dire qu'ils ne voteront pas la censure du gouvernement une fois que le budget sera imposé, sera adopté par l'un de ces deux véhicules. Et donc toute la question, c'est maintenant de savoir si c'est 49.3 ou ordonnance, on sera bientôt fixé a priori. Écoutez, ça va se décider demain ou après-demain, enfin c'est imminent. Il y a un conseil des ministres prévu lundi. À ce moment-là, c'est-à-dire que le conseil des ministres, de toute façon, il sert à décider soit du 49.3, soit du 47.1, c'est du passage par ordonnance budgétaire. Donc tout ça sera décidé demain, on sera fixé très vite. Le 49.3, hein, il y a un problème avec le 49.3, c'est que si vous faites un 49.3, en fait, il faut en faire 3 voire 4 pour chaque partie du budget. Pour le volet dépenses, recettes, etc. Si le Sénat décide de se saisir du texte en nouvelle lecture, il va encore le modifier, il reviendra, il faudra à nouveau un 49.3 et à chaque fois, il y a motion de censure. Si vous passez, et si le gouvernement tombe sur une motion de censure, il n'y a plus de budget, il n'y a plus de gouvernement. L'ordonnance budgétaire, elle permet d'imposer un budget tout de suite. Et donc, même si le gouvernement tombe, il y a un budget. Par contre, le problème de l'ordonnance budgétaire, c'est on ne l'a jamais fait, donc ça peut donner lieu à toutes sortes de problématiques juridiques, de recours, etc. Enfin, on est dans l'inconnu. Et puis surtout, l'ordonnance budgétaire permet de revenir au texte initial, et dans le texte initial, il n'y a rien de ce qui a été discuté pour le moment au niveau du Parlement, entre le gouvernement, l'Assemblée et le Sénat, et il n'y a rien de ce que le Premier ministre a annoncé vendredi soir. Donc il faudrait faire immédiatement un projet de loi de finances rectificative pour intégrer les promesses et pour donner satisfaction aux uns et aux autres. Mais l'hypothèse de l'ordonnance budgétaire, elle reste sur la table malgré tout. Le dernier thème qu'on va évoquer ensemble, c'est celui des municipales. Le premier tour aura lieu le 15 mars prochain, c'est dans moins de 2 mois. Et il y a une ville qui était à la une ces derniers jours, c'est celle de Marseille, où Marine Le Pen s'est rendue pour la cérémonie des vœux du candidat RN. Le parti veut croire en une possible victoire à Marseille. Ce serait inédit, la prise d'une si grande ville. Complètement, oui. Mais voilà, le Rassemblement national joue sa partition. Le cas de Marseille, en fait, est une ville qui pourrait basculer. Je vous rappelle en fait que le mode de scrutin a évolué pour les très grandes villes. Et c'est la faveur de cette réforme que le RN espère. Donc comment le mode de scrutin évolue. On est sur un scrutin beaucoup plus classique. Et donc il y a une possibilité qui s'ouvre sur Marseille, c'est loin d'être fait, mais effectivement, moi je comprends qu'il y ait un focus sur cette ville et que le Rassemblement national pèse ou pousse, mais il y a d'autres villes qui seront dans la balance au niveau des municipales. Quelle ville vous allez suivre de près, vous, Stéphane, à Ouest-France ?
Alors nous déjà on suit toutes les villes de notre zone, donc dans nos 12 départements de l'Ouest évidemment, y compris les toutes petites, donc on a une attention très particulière à toute notre zone, mais après sur la carte de France vous avez un certain nombre de points qu'il va falloir suivre évidemment de très près. Vous avez Paris où les choses vont être assez inédites. Rien n'est gagné encore. Mais bien sûr. Vous avez Lyon avec une candidature étonnante, enfin intéressante, qui est celle de Jean-Michel Aulas. Vous avez Lille où il y a la question de la succession. Du côté du Rassemblement national, vous avez Toulon qui est à portée de Laure-Lavalette et du Rassemblement national, mais vous avez le RN a des ambitions sur Nîmes aussi. Il y aura la question de Nice entre Christian Estrosi et Éric Ciotti. Enfin, il y a plein de villes. Donc elles sont intéressantes ces municipales. Ah mais les municipales sont toujours intéressantes, celles-ci le sont tout particulièrement. Pour finir, un mot de Marine Le Pen, dont le procès en appel s'est ouvert la semaine dernière. Les commentateurs ont noté une nouvelle stratégie de la part de la chef de file du Rassemblement national, une nouvelle ligne de défense. Elle a cessé son discours frontal anti-juge. C'est-à-dire que en fait, la ligne de défense qui consiste à dire, écoutez, j'ai bien compris qu'on puisse me reprocher des détournements de fonds, mais je n'avais pas conscience de commettre un délit permet à Marine Le Pen d'espérer pouvoir rester en tout cas de continuer à se dire que peut-être qu'elle peut rester dans la course. C'est-à-dire que je pense que ce qu'elle cherche à obtenir aujourd'hui, c'est une condamnation, parce que en fait, ce qui se profile, c'est une condamnation, mais que la peine d'inéligibilité soit réduite, pour lui permettre de se présenter malgré tout à la présidentielle. Le problème que ça va lui poser, c'est qu'elle a construit tout son argumentaire et tout son récit autour du fait qu'elle était innocente de ce dont on l'accuse et qu'elle avait l'intention d'être très combative, d'aller jusqu'au bout pour faire reconnaître son innocence. Le problème, c'est que si elle obtient en fait une condamnation, mais avec une réduction de la peine de l'inéligibilité qui lui permette de se présenter, qu'est-ce qu'elle fait ? Parce que si elle dit qu'elle veut aller au bout pour faire reconnaître son innocence, il lui faudrait en fait aller en cassation en cas de condamnation. Et ça l'empêche de se présenter. Donc moi, je pense que sa stratégie, son positionnement est aussi une façon de préparer la presse. Si elle obtient en fait une réduction de sa peine d'inéligibilité, elle changera de récit en disant j'ai commis une faute, mais je ne le savais pas, et donc quelque part, elle n'ira pas en cassation et elle pourra se présenter. C'est Stéphane Vernet, merci beaucoup. C'était votre première dans l'essentiel politique. Restez avec nous sur France 24. Je laisse la main à Fatima Taouane pour le Journal de l'Afrique.